Bonjour à tout le Bonjour. monde. Alors aujourd'hui, on va parler de votre film qui sera possible de voir en salle cet après-midi, qui s'appelle Shelter, Farewell to Eden. Alors peut-être qu'on peut commencer par traduire ce titre pour les personnes qui n'auraient pas compris. Oui, shelter, c'est un abri, un refuge en français. En italien, c'est riparo, rifugio, similaire en français de refuge. J'aime beaucoup le mot abri, parce que nous n'avons pas en italien quelque chose de similaire, abri. C'est intéressant pour moi de comprendre l'étymologie de cette mot. Nous avons cet abri, l'idée d'un abri. Peut-être l'abri, c'est les faux abris, c'est l'Europe, peut-être. Mais pour moi, c'est un truc plus profond, plus intime, plus obscur. Et après, nous avons Farewell to Eden, qui j'aime beaucoup aussi Farewell, parce que c'est un peu au revoir, arrivederci, farewell. Mais aussi, c'est un peu différent, Farewell. C'est un peu adieu, c'est un peu romantique, on peut dire. Et to Eden, parce que Pepsi vient d'une île de l'archipel sud de la Philippines qui s'appelle Mindanao, qui est un véritable Eden. Donc ce film, c'est l'histoire de Pepsi qui va quitter les Philippines, son Éden, pour trouver un abri. Pourquoi elle doit trouver un abri ? Mais c'est pas sûr exactement pourquoi nous, tous, on fait des parcours dans notre vie. C'est pas un certainté, quelque chose de sécure, de maîtriser. C'est plutôt une recherche jour par jour, mois par mois et année par année. Pour Pepsi, encore plus peut-être, parce qu'elle fuit d'une réalité violente. Violent, c'est un euphémisme, parce que sa famille, ça a été détruite, tuée par une guerre qu'il y a entre le gouvernement central de Luzon et ce mouvement qui s'appelle MILF, Moro Islamic Liberation Front. Le Front de Libération Islamique Moro. Moro. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais c'est un mouvement très fort de résistance pendant les années 80, 90, 2000, qui existe dans le sud de cette grande île. C'est une île avec des millions d'habitants. C'est un peu comme la Sicile, on peut dire, une île très grande. Et c'est une île avec la jungle tropicale. Et c'est pour ça que Pepsi a quitté cet environnement pour aller dans la métropole de Manila, et après une histoire qui fait le tour du monde. Elle a quitté ce lieu notamment à cause de l'environnement violent lié à ce Front de libération islamique, mais aussi parce que c'est une personne transgenre. Elle se définit dans le film comme gay. Ouais. Vous voulez dire deux mots là-dessus ? Oui, elle fait part du mouvement MILF. Elle est une nurse, une infirmière du mouvement MILF. Elle est un combattant. Pepsi, c'est un combattant. Elle a quitté pas à cause du MILF, mais à cause de la situation de violence qui existe là-bas. Et aussi, encore plus pour cette question de genre, que c'est pas sûr même, parce qu'elle se questionne. On peut dire que c'est un individu en transition M2F, mais cette transition, ça a été bloqué par une autre transition physique, géographique, administrative, politique, idéologique, personnelle, que c'est en question de transition autour du monde pour arriver en Europe, arriver en Libye avant, en Italie, en France, et après, on sait exactement la direction finale. Donc c'est un peu comme si elle devait d'abord mettre en sécurité son corps physique avant de pouvoir comprendre qui elle est dans son corps à elle. On peut dire ça. Exactement, on peut dire ça. Et donc c'est une histoire de transition où elle va aller de pays en pays. Mais Pepsi, en fait, on la voit presque jamais à l'écran. On entend sa voix tout au long du film. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas la filmer et comment vous avez comblé du coup l'absence du personnage principal de l'écran ?
Mais on ne voit pas les visages de Pepsi, mais on voit ses corps, je pense, pendant le film, on voit des choses, des parts du corps. Le visage, c'est une question de sécurité, bien sûr, évident ce n'est pas été en question à choisir. C'était pas un choix à moi, c'était un truc. Ça, c'était un truc sûr, pas le visage. Ça, c'est peut-être la seule sûreté. Mais on peut penser que cette choisie inexistante, parce que c'était ce non-choix. Ça non-choix, ça a été un peu une sorte de succès dramaturgique, parce qu'elle devient forcément un masque universel et mythologique. Pour nous, Européennes, on peut dire. Pas pour elle. Pour elle, c'est seulement un choix de sécurité. Mais pour nous, c'est une sorte de symbole de représentation d'un groupe, d'un grand groupe, et pas de Pepsi même. C'est ce qui vous permet de rendre cette histoire individuelle universelle. Oui, c'est une part de ce processus de comment dire, d'ingrandiment, d'expansion de l'histoire. Et pourtant, l'histoire, c'est quand même vraiment l'histoire de Pepsi. Et d'ailleurs, un de vos amis, je crois, a dit Shelter, c'est l'histoire d'un corps, mais Pepsi, c'est le corps de l'histoire. Oui, ça c'est Marlon Pellegrini d'Istituto Luce, qui c'est le distributeur du film. C'est une institution très importante de Rome, l'une des plus anciennes en Europe pour le cinéma. Créé pendant le fascisme dans les années 20, mais ça c'est une autre histoire, ça c'est Istituto Luce. Cinecittà, le quartier du cinéma de Rome. C'est une personne qui travaille là-bas, qui a soutenu le film et a dit cette phrase-là, Marlon. Et je trouve cette phrase vraiment en synthèse que c'est intéressant, parce que c'est Pepsi, c'est le film, c'est l'histoire d'un corps. Pepsi, c'est le corps de l'histoire, que c'est banal d'un côté, mais c'est vraiment efficace de l'autre côté pour dire que cette corps, c'est véritablement le corps matériel de l'histoire. Si on prend des études phénoménologiques, historiques, comme on peut dire Brodel ou Bourdieu, on peut dire des études qui deviennent matérielles dans un corps. D'accord. Et Pepsi, ça a beau être le corps de l'histoire, mais pourtant on n'en sait finalement pas tant sur son histoire à elle, sur son passé. Elle raconte presque rien des Philippines. Et vous utilisez quand même parfois des images d'archives. Et du coup, on se demande d'où elles viennent, ces images d'archives qu'on imagine faire peut-être partie du passé de Pepsi. Vous pouvez nous expliquer un peu ? Oui. Nous sommes dans une saison de cinéma alternatif de création, beaucoup en Italie, mais ailleurs aussi. Beaucoup en Europe, je dirais, mais aussi dans l'Amérique du Sud, qui est avec l'archive comme un outil très développé. Je parle des dernières 10 années, 15 années. Ils ont beaucoup de débats sur ça. Pour moi, il existe aussi une écologie du cinéma qui a deux faces. La première phase positive, qu'on peut dire, on utilise l'archive pour pas filmer trop, parce qu'elle est numérique. Il fait déglacier les glaciers, parce que nous avons les clouds dans les îles du Nord. Et ça, c'est un très grand problème de la culture digitale et numérique. On ne tient pas de filmer, on ne doit pas filmer beaucoup. On ne doit pas filmer plus parce qu'on a déjà suffisamment de matériel stocké. Et on fait des problèmes avec les glaciers si on filme, parce que les gigas qu'on tourne, on tourne 1 Tera par jour. Avec les digitaux, le numérique cinéma, c'est 1 Tera par jour. 1 Tera. C'est énorme la quantité qui va en cloud. Je pense qu'il y a une écologie de l'image, d'un côté. Je précise juste, donc le cloud, c'est le stockage virtuel des données. Bien sûr. Ouais. Écologie du cinéma, mais aussi la possibilité, l'opportunité d'utiliser l'archive comme un environnement visuel, mais de mémoire aussi, que tu peux utiliser pour créer des choses nouvelles. Ça, c'est plus artistique, plus créationnel, comment dire, de création.
Et nous avons utilisé l'archive, des différents archives, très différents archives, pour recréer une histoire d'enfance de Pepsi qu'elle a jamais vécue. Et ça, c'est un choix directement d'auteur que nous avons fait, moi, Stefano, Alessandra, l'équipe des auteurs qui a travaillé sur ça, sur le montage, Carlotta, Giuseppe. C'est un choix précis. Puisqu'on parle d'images, j'ai remarqué dans le film, vous filmez souvent les arbres ou la forêt. D'où vient ce choix? Je viens d'un environnement, au Bénin, c'est dans une part d'Europe, la forêt existe dans l'Europe. La forêt existe même dans la ville. Et dans la ville, à Paris aussi, à Rome aussi, à Milan aussi. Et, pas la forêt, bien sûr, pas les bois, les randonnées comme ça, mais il existe la nature dans la ville même. C'est un peu une idée de combat entre humanité et nature qui existe dans la ville et aussi dans les lieux sauvages. Mais j'ai une idée vraiment compliquée des lieux sauvages que nous avons commencé hier à parler, c'est un nouvel projet. Mais la nature, c'est dans Shelter parce que Pepsi vient d'une île tropicale et arrive à Ventimiglia, que c'est un lieu plutôt avec de la nature. Il y a un fleuve. Ventimille, c'est la dernière ville avant d'entrer en France, Ventimille, entre l'Italie et la France. Menton. Oui. Ouais. C'est un tout petit passage parce qu'il y a la montagne et les Passo de la Morte, ce passage de la mort. Oui. C'est très connu parce que Pepsi l'a passé pour là avec des autres personnes plusieurs fois. Et ça, c'est un lieu naturel. C'est pour ça qu'on voit de la nature comme un lieu obscur, pas un lieu bucolique aussi. D'accord. Et puis, j'avais une petite question par rapport à une vache qu'on voit, je crois, à 3 reprises dans le film. Et je me demandais bien qu'est-ce qu'elle venait nous dire, elle aussi. En fait, c'est un taureau. C'est un taureau qui représente Zeus, Jupiter. Ah, Zeus, d'accord. Zeus. Oui. Giove en italien. Parce qu'il y a une question entre le latin et le grec avec la nomination qui devient après le français et anglais. C'est une question mythologique un peu complexe, mais c'est Zeus, on peut dire c'est Zeus, qui fait un viol d'une jeune fille qui s'appelle Europa, qui c'est le mythe d'Europa. C'est un mythe plus ancien de la première partie de la culture grecque. Et c'est important pour nous à comprendre où arrivent les concepts d'Europe. Le concept d'Europe arrive d'un viol, d'une violation. C'est une violation perpétuée, fait d'un dieu avec une jeune fille. Ça, c'est vraiment clair. Et si on pense à l'Europe comme la fondation d'Europe sur ça, je pense qu'il y a beaucoup de travail à Bruxelles et Strasbourg à faire. Et d'ailleurs, donc, dans le film, Pepsi, elle explique que pour passer au Royaume-Uni, elle a dû accepter de se faire violer pour monter dans un camion. Exactement. C'est ça? Exactement. Oui. Ça, c'est une liaison directe dans le texte du film. Oui. Et nous avons essayé de rejoindre cette personne à Londres parce que cette personne, en fait, c'est un ami de Pepsi. La personne qui l'a violée? Oui, c'est un ami et il y a aussi un couple de téléphone dans le film avec lui. D'accord. Et ça ressemble un peu à quelque chose de comme un soap opéra horreur. Quelque chose vraiment de hard, quelque chose d'hard. Dans un film il y a un côté documentaire, mais je dis que c'est pas vraiment un documentaire. Ça, c'est un autre débat. Oui. Et nous avons essayé d'arriver à Londres à parler avec cette personne que je pense qu'elle est du Afghanistan ou Pakistan, c'est pas clair. Et il parle anglais, mais nous avons choisi de pas suivre cette route
de dramaturgie, parce que nous sommes restés sur Pepsi. Mais cette violation du droit, on peut dire plus symbolique, connectée à la mythologie avec Zeus et les mythes d'Europe, Pepsi comme une sorte d'astronaute qui passe dans l'Europe pour amener nous, population européenne, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet grand phénomène que c'est la migration. Parce que la migration, ce n'est pas la migration de 2015, 2016, 2017. Nous sommes tous toujours en migration. C'est quelque chose de plus dans le genre, dans l'émergence d'une saison. C'est une question inhérente, je ne sais pas si elle existe, inhérente à l'humanité. Et donc c'est ça le message plus général que vous avez voulu faire passer à travers ce film. On suit l'histoire d'une personne en transit, de questionner sur l'humanité en transit quelque part. Oui, mais je dirais, c'est pas vraiment mon but principal. Le but principal, c'est plus intime. Je pense que c'est un dialogue entre moi et Pepsi. C'est vraiment... D'ailleurs, on le voit dans le film. Donc, comme on l'a déjà dit, Pepsi, elle est au cœur de l'histoire. C'est sa voix qui raconte. Et en même temps, on a ces images qui arrivent, des images de forêt, l'image du taureau qui donc fait référence à une réflexion personnelle, une jeune femme sur une plage, peut-être en Sardaigne. Donc des images qui viennent de votre sensibilité à vous. Donc finalement, ce film, c'est un peu c'est un peu de Pepsi, mais c'est aussi un peu de vous. Il y a un autre ami romain aussi, qui est Giacomo Ravesi, qui a dit que c'est professeur de cinéma à Roma 3, qui a dit que Shelter, c'est un peu un catalogue. Et j'aime beaucoup ça. Un catalogue. Il a dit, dans les montages, un peu, on pense que vous avez eu la possibilité d'utiliser un catalogue des images qui est beaucoup plus vaste du sujet. Et c'est vraiment, pour moi, ça, c'est une description vraiment pointue, parce que je viens de l'école d'Umberto Eco, et le postmodernisme, pour moi, comme génération, je suis 39, c'est vraiment central. Et l'idée de la liste et du catalogue, c'est pointu. D'ailleurs, Pepsi, c'est un peu un catalogue d'identité, si je peux me permettre l'expression, parce qu'elle dit je suis gay, musulmane, rebelle, réfugiée, infirmière, je suis tout ça. Et je trouve que ça fait de ce personnage un personnage assez original. C'est pas courant d'avoir toutes ces identités à la fois. Et comment elle le vit d'avoir toutes ces identités. Et en plus de cela, elle a aussi beaucoup d'identités papier, parce qu'on voit dans le film que pour des raisons administratives, pour réussir à traverser les frontières, elle se crée des fausses cartes d'identité aussi. Donc, Non, mais je trouve que c'est plus courant que nous pensons, comme on peut dire. C'est plus courant. Nous sommes plusieurs identités. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est plutôt au niveau psychologique, cognitif, d'utiliser d'être capable, ou avoir le courage, ou la nécessité d'utiliser notre plusieurs identités. Je trouve que nous sommes tous comme ça. Mais Pepsi, il a fait cette expérimentation plus radicale. Et c'est pour ça qu'elle devient un diva, complètement, un diva classique. Peut-être le film, c'est pas au niveau de Pepsi. Pepsi, c'est un niveau beaucoup plus haut. Mais je suis heureux d'avoir respecté pas seulement l'identité, la sécurité, mais aussi d'avoir pas souligné la spectacularisation, d'avoir pas spectacularisé oui. cette histoire. Oui, le film reste très simple. Vous n'en avez pas fait non plus une héroïne. Sombre. Oui. Je trouve que c'est sombre. Et beaucoup de personnes ont dit, toi, une histoire très, très puissante pour un film de fiction. Tu peux faire un film de fiction avec des millions d'argent comme ça. Mais j'ai dit non, on fait un objet militant. Et c'est pour ça que nous sommes ici 4 ans après la sortie du film. Et j'aimerais juste inscrire ce film plus largement dans les autres œuvres que vous avez faites. Il est parfois présenté comme le troisième volet d'une trilogie.
Vous pouvez nous dire 2 mots sur cette trilogie et sur son but? On appelle ça la trilogie des méga-événements. J'ai fait mon Des méga-événements? Méga-événements, ouais. C'est 2012 The Golden Temple, 2016 Lepanto au Brésil, The Golden Temple à Londres, et le troisième c'est Shelter. Ce sont 10 années presque, 2010, 2019 presque. Et c'est la trilogie de la première part de ma vie comme réalisateur, comme artiste, qui parle de ce concept un peu théorique qui vient de la sociologie, de l'anthropologie, que c'est lié à la transformation urbaine, métropolitaine, à côté des grands événements sportifs au début. The Golden Temple, c'est sur les Jeux olympiques, mais il devient quelque chose d'autre. Il y a la guerre, il y a la catastrophe naturelle, il y a la crise sociale comme la migration. Le méga-événement devient une sorte de prétexte. Et ça, il vient aussi de l'école des échos. D'accord, merci. Alors je pense qu'on va bientôt donner la parole à notre prochain invité, mais peut-être qu'Olivier, tu peux nous rappeler à quel moment on peut voir le film d'Enrico aujourd'hui? Moi, ce sera Laurent. Pardon, excuse-moi, Laurent, C'est pas pardon. grave, je t'en prie. Enrico, on verra votre film aujourd'hui à 17h. Alors, c'est au Centre Étienne Le Bourneau, c'est ici, hein, dans ce lieu. Alors, pas dans le studio, hein, juste à côté. Et ce sera suivi d'une rencontre. Moi, j'ai quand même, il y a peut-être une question, parce que je n'ai pas eu la chance, peut-être que j'irai le voir tout à l'heure à 17h, la chance de voir votre film, ce qui explique mon silence, parce que comme je ne l'ai pas vu, du coup, je ne voulais pas intervenir. À un moment, tout de même, vous avez dit, c'est pas vraiment un documentaire. Alors que quand je l'entends, quand je lis le synopsis de votre film, j'ai l'impression que je vais aller voir un documentaire. Je me trompe alors? C'est pas une question de tromper, mais c'est plutôt de réfléchir sur cette question de genre, qui c'est une question de genre physique, sexuel, d'identité, mais c'est aussi une question de genre artistique dans la vie. Nous sommes dans un bâtiment, nous sommes dans un édifice, nous sommes dans une église, nous sommes dans un temple radio, nous sommes dans une... C'est compliqué, cette question de code, du langage. J'aimais beaucoup Adieu langage comme titre de Godard, 2014. Adieu langage. Le langage, c'est un territoire de bataille très fort. Et je pense qu'on parle tout le temps, on lit tout le temps, on écrit tout le temps, et je pense que c'est vraiment important de retourner aux batailles aussi sur les langages. Ils ont beaucoup de luttes à faire, mais aussi dans les langages. Peut-être je fais une lutte sur les langages. On est en tout cas dans une démarche oui, qui est engagée, en tout cas. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas, de votre démarche est très engagée. Je peux dire que j'ai eu des maîtres qui m'ont laissé des choses, des trucs à faire dans ma existence sur la planète. Merci